On va recevoir donc ce soir François Bégodeau. Il va arriver dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Je l'ai eu tout à l'heure pour un test technique, donc tout est calculé ce soir pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est ici pour les gros cerveaux à gros chiffres. Oui, tout à fait. Et ce soir, donc nous allons rentrer en territoire confus. Hein. On va être très clair, net et précis. Donc moi, je dis tout le temps que je suis confus à l'antenne suite à pas mal de drama, hein, on pourrait dire. Donc, on va parler ce soir avec justement François Bégodeau qui est arrivé parmi nous. Donc, bonsoir François, comment vas-tu? Bonsoir. Alors, ça va très bien et toi? Très bien, toujours très ouais. bien. Je t'entends très bien, le son est bon, donc on a équipé un petit casque à François, comme ça vous aurez une qualité de son qui sera relativement satisfaisante. Alors bonsoir François, alors on va commencer par un début d'interview très simple, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours, ta carrière, parce que c'est assez vaste. Ah, tu veux que moi-même je me présente? Oui. D'accord. Écoute, pour aller très vite, j'ai commencé à faire des études de lettres. Dans le même temps, j'ai fait du rock, avec du punk rock. Ouais. Dans les années 90, je suis né en 71, donc à partir de l'âge de 20 ans, j'étais donc étudiant et on a monté un groupe de punk rock avec des amis, mes amis nantais de l'époque, j'étais nantais, je suis né en Vendée. Ça a duré une dizaine d'années où j'ai alterné entre punk rock, pseudo-études intermittentes. Voilà, et puis à un moment, le punk rock s'est terminé, comme on l'avait plus ou moins programmé à la fin des années 90. Mais entre-temps, j'ai dû aller manger, j'ai dû subvenir à mes besoins, et donc je suis devenu enseignant, ce qui était la suite logique pour un étudiant en lettres. Je prof de français, et j'ai enseigné 10 ans dans des quartiers exclusivement populaires, comme on dit, ce qui a été une expérience pas extrêmement réjouissante d'un point de vue de pure éducation, mais disons intéressante politiquement et socialement. Et puis après, là, j'ai commencé un petit peu aussi à produire un peu de critique de cinéma, qui a été un peu une de mes premières passions. Et j'ai publié un premier roman en 2003, ce qui a ouvert une série d'autres livres. Voilà, j'ai écrit très régulièrement depuis 20 ans maintenant, pile. Des romans, essentiellement des romans, des essais. J'ai fait aussi des pièces de théâtre, des choses comme ça. Enfin, pas mal de travaux écrits très divers. Et c'est à peu près tout. Si, j'ai réalisé des documentaires, j'ai réalisé des choses dans le cadre d'un collectif qui s'appelle le Collectif Photon. D'accord. Et puis, par ailleurs, je suis assez connu à l'époque, dans les années 2000, pour avoir eu un succès littéraire Entre les murs qui s'est traduit en film, lequel a été très rendu visible par sa Palme d'Or. Ouais. Film où je jouais le rôle du prof, qui avait été mon rôle dans la vie, donc c'était pas très compliqué. C'est inspiré d'un livre à toi ou c'est... Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, j'avais écrit un livre qui est paru en 2006, qui était mon 4e livre, où c'était un peu un... J'espère que c'était un peu mieux qu'un journal de prof, parce que c'était un peu mis en forme. Enfin bon, il y avait un truc comme ça où je racontais le quotidien d'un enseignant dans un collège GEP de Paris 19e, quartier populaire. Et puis voilà, ce livre a été a eu beaucoup de succès au départ pour des raisons, je pense, très largement extra-littéraires. Et puis il a été repéré par un cinéaste qui s'appelle Laurent Cantet, que j'aimais déjà beaucoup à l'époque, qui m'a proposé donc de coécrire l'adaptation et d'y jouer, ce qui a donné ça. Et puis voilà, après dans les années 2010, finalement les choses ont continué. Je continue à écrire des livres, peut-être un peu plus d'essais depuis quelques années. C'est peut-être ça, peut-être la petite nouveauté dans mon petit bonhomme de chemin. Et voilà, je crois que je t'ai dit l'essentiel. D'accord. Et alors, tu disais un succès culturel. Tu as sous-entendu un truc, mais tu n'as pas développé. Ton film, ton livre a été reconnu pourquoi à la base? Du coup, tu disais il y a une sorte de succès culturel un peu. Oui, non, je m'en suis expliqué déjà très très tôt. J'ai été très très lucide sur la nature de ce succès. D'abord, un succès massif est toujours douteux. Enfin, en tout cas, un succès massif repose toujours sur bien d'autres choses que la stricte valeur esthétique. Ce qui ne veut pas dire que le succès massif exclut la valeur esthétique. J'espère, ça m'arrange en l'occurrence. En l'occurrence, il est évident que dès les années 2000, il y avait des sujets extrêmement névralgiques dans la société française, qui était l'école, qui est un sujet névralgique, vraiment qui suscite énormément de débats, extrêmement tendus, toujours très électriques. Et puis déjà, les questions raciales, les questions d'immigration, les questions de multiculturalisme, enfin tu vois bien de quoi je veux parler. Et mon livre se tenait au croisement des deux, puisque c'était un prof qui racontait son expérience, en tout cas son quotidien, dans un collège où il y avait essentiellement des Noirs et des Arabes. Et donc je pense que
la curiosité qu'a suscité le bouquin tenait beaucoup au fait qu'il croisait ces sujets sur lesquels le corps social français aime bien se jeter de façon un peu frénétique, houleuse, conflictuelle. Bon, ça c'était la première chose. Et alors le film encore plus, puisqu'un film est encore plus visible qu'un livre. Et en plus celui-là a eu un coup de projecteur particulier. Donc là ça a été... voilà, donc ça je l'ai beaucoup... J'ai fait un peu le bilan de cette sortie et de ce que j'en avais tiré comme enseignement sur un certain état des choses, sur la circulation des œuvres d'art aussi. Dans un livre qui s'appelle Deux singes de ma vie politique, j'ai consacré un chapitre, mais j'en avais parlé ici et là. Voilà, donc c'était. C'est toujours intéressant d'être un peu lucide sur disons, à la fois les succès et les insuccès qu'on peut avoir. D'accord, donc pour toi, en gros, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est un peu un succès dû au public que tu cibles, une sorte de petite bourgeoisie intellectuelle, ou c'est... Enfin, qui a été ciblé par le biais de ton livre, je veux dire, hein, pas forcément volontairement. Non, parce que si tu... Enfin, je veux dire, évidemment, enfin, qui lit des livres quel est le lectorat de littérature en général, et notamment d'une littérature qui se veut un tout petit peu exigeante, comme je prétends en faire, la littérature, quoi. Bon, je pourrais définir un peu ce que j'entends par là. Là, c'est souvent de la petite bourgeoisie, de la classe moyenne, un peu éduquée, un peu diplômée, etc. Donc bon, ça, si tu veux, tu as le tout venant. Mais il se trouve que s'emparer indifféremment de ce livre, et parfois pour le saluer indifféremment, des gens tout à fait réactionnaires, qui voyaient une documentation absolue du fait que nous allions droit vers la guerre civile, et aussi ce qu'on pourrait appeler des bien-pensants cool de gauche, ou disons de gauche au sens très large, au sens beaucoup trop large, qui voyaient au contraire un livre sympatoche sur le vivre ensemble, quoi. Et moi, j'avais voulu évidemment ni l'un ni l'autre. Moi, j'avais voulu essayer d'écrire des choses. D'ailleurs, mon option était essentiellement comique quand j'écrivais le livre, parce que je trouvais qu'il y avait que l'école produisait quotidiennement des scènes cocasses, quoi, par leur conflictualité, mais aussi par leur impasse. Pour moi, c'était un petit peu Ionesco au pays de l'école, quoi, c'est-à-dire de l'humour absurde pratiquement. C'est-à-dire que les situations scolaires poussaient à leur point d'absurdité, qui produisaient un comique un peu grinçant, quoi. Ah, c'est l'humanité. Enfin, moi, quand je travaillais à l'hôpital, c'est ce que j'y voyais. C'est pour ça que je rigolais beaucoup de mon travail à l'hôpital, parce que j'y voyais justement ce côté un peu grinçant, mais parce que c'est humain, justement, donc très, des fois très particulier. Ouais. Mais alors... c'est un matériau humain extraordinaire, à la fois les métiers du soin et les métiers de l'éducation, on brasse de l'humain en permanence, c'est notre matière première. La grande différence entre un métier comme celui que tu as pu exercer, par exemple être soignant ou infirmier ou infirmière, et prof, c'est que je pense que l'aide-soignant, aussi pénible soit sa tâche, je pense que tu pourrais nous en parler, mais j'ai écrit un livre sur une infirmière, donc j'ai approché ça un peu de près aussi à une époque. Aussi pénible soit sa tâche, il a quand même des satisfactions objectives, c'est-à-dire même le truc le plus crado, c'est-à-dire nettoyer un vieux qui s'est chié dessus, je crois au début le vieux est sale et à la fin il est propre. Et donc tu as une petite satisfaction d'efficacité, ce qui manque terriblement à un enseignant. Et c'est là que l'école est complètement absurde, c'est qu'elle est quand même globalement une machine qui produit rien. Et donc c'est beaucoup de bruit et pour rien. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai une question à te poser, j'ai lu donc moi Notre Joie, et je me suis posé la question, est-ce que ça fait du coup de te dire que tu touches beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le public que tu essayes de viser, et est-ce que toi tu le vis bien ou pas, parce qu'on le reproche beaucoup en mode ouais ça parle confus, ça parle facho, etc. machin, et comment tu vois tout ça? Bon, d'abord, moi, je vise aucun public. Moi, je vise... quand j'écris un livre, j'essaie de faire un bon livre qui correspond à peu près au programme que je me suis donné, qui est à la fois un programme de sens, des choses qu'on a à dire, et puis un programme esthétique, une forme qu'on a à mener à bien. Voilà. Alors, ça varie selon le livre, etc. Notre Joie, c'est à la fois une forme, un sens, il y a des choses, bon, etc. Moi, donc, je ne vise aucun public, si ce n'est je ne vise qu'une chose, c'est des gens qui veulent bien prêter attention à un livre pendant 10, 15, 20 heures. C'est tout ce que je vise, et qui veulent bien avoir la gentillesse, la bonté de m'accorder un peu d'attention, parce que ça demande un peu d'attention de lire un livre. Alors après, effectivement, mais là, ce que tu constates date pour moi d'avant Notre Joie. Et Notre Joie répondait déjà à ça, d'une certaine manière, et en fait, le petit malentendu ou la petite confusion ne s'est joué qu'autour de Histoire de ta bêtise, qui était mon essai d'avant, qui a été particulièrement visible aussi, qui était une espèce d'interpellation de... Voilà, c'était une interpellation d'un bourgeois. Je faisais une espèce de portrait d'une classe, quoi, dans sa mouture un peu contemporaine, mais aussi dans ses invariants économiques et sociaux. Et ce livre m'a causé beaucoup de tracas, beaucoup aussi de popularité. Et alors oui, là, c'est noué. Il y a eu des gens qui étaient plutôt issus de l'extrême droite ou disons d'une droite un peu dure, qui ont trouvé
matière à me trouver sympathique au moment de ce livre. Je dis bien au moment de ce livre, ce qui ne veut pas dire qu'il s'est trouvé sympathique le livre, parce qu'il faut toujours bien faire la différence entre les gens qui lisent un livre et des gens qui te découvrent à travers des vidéos suscitées par le livre, des interviews, des machins. Et par exemple, dans le cas de M, dont je faisais le portrait dans Notre Joie, qui était donc un de ces jeunes identitaires, on va dire, plutôt soraliens, je dirais, en fait ça serait plus simple de l'appeler comme ça, qui s'était manifesté auprès de moi à la fin d'une rencontre publique suite à Histoire de ta bêtise, et avec qui nous avons bu des verres dont j'ai tiré Notre Joie. Je me suis rendu compte, et je le disais dans le livre, et tu as oublié de le mentionner dans l'analyse que tu en fais avec ton interlocuteur, dont j'ai oublié le nom, parce que j'ai évidemment écouté ça. Vous oubliez totalement de signaler qu'à un moment, je déduisais et je concluais que M n'avait pas lu Histoire de ta bêtise. C'est vrai. Bon. Et que donc, si confusion il y a, elle ne tient pas au fait que mes livres soient confus, parce que je pense qu'ils sont suffisamment clairs comme ça, elle tient à la confusion de la circulation médiatique, où parfois, et je commençais Notre Joie par cette phrase, qui est pour moi clé, un soir de septembre à Lyon, j'ai été confirmé dans l'idée, c'est pas exactement l'expression, mais un soir de septembre à Lyon, j'ai pu vérifier que les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis. Et alors ça, c'était le raisonnement d'un mec comme M et de certains soraliens. C'était à partir du moment où j'avais un peu ferraillé avec des gens qui se trouvaient être leurs ennemis, ils en déduisaient une amitié avec moi. Et c'était une erreur, c'était une confusion. Et j'ai dissipé cette confusion dans Notre Joie. Et je pense que je suis suffisamment clair dans Notre Joie pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Après, il peut y avoir des affinités transversales politiques qui peuvent être des affinités humaines. Par exemple, un type peut bien... Parce que moi, ce que tu dis sur Soral, quand tu dis ça aurait pu être un grand frère, enfin je sais plus comment je l'avais noté l'autre fois, mais je l'ai plus là sous les yeux. Tu disais non, c'était une figure qui t'a inspiré. C'est une version de toi réussie, aboutie, sportive, etc. Alors, je te laisse reciter peut-être et recontextualiser. Moi j'aime bien écrire parce que l'écrit c'est précis. Et alors, je crois pouvoir te dire à peu près ce que je disais dans ce passage sur Soral. Je disais qu'il était une version aboutie de l'intellectuel que j'aurais pu devenir et que je n'ai pas voulu devenir. Parce que pour moi, je fais une énorme différence entre un intellectuel dont je considère que sa matière première, c'est les idées. Il brasse des idées, il fait des discours très politiques, tout est porté toujours sur le message, sur l'opinion, et tout ça. Moi, je considère que je ne suis pas exactement ça, parce que sinon, je ne produirais pas des travaux qui ne sont pas directement... dont le matériau n'est pas les idées, c'est autre chose. Moi, mon matériau, c'est plutôt la vie. Je pense que c'est plutôt ça, un romancier. C'est quelqu'un dont le matériau est la vie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas des options politiques. Les miennes sont assez connues et dans certains essais, je les donne plus explicitement. Donc ce que je disais, c'est que si j'avais vraiment voulu persister dans une sorte d'éthos intellectuel que j'avais quand j'avais 18-19 ans, parce qu'on aime bien les grandes idées, on aime bien les grands discours, j'étais déjà très politisé, eh bien oui, j'aurais eu un devenir Soral. Et donc en fait, le pseudo-compliment que je lui faisais était en fait un coup de pied de l'âne. C'était une espèce de compliment attaque, c'était de dire Soral, t'es peut-être devenu la version aboutie de ce dont je rêvais en tant que petit intellectuel en herbe, très grande gueule de 18 ans, mais précisément il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas voulu devenir ça. J'ai voulu devenir autre chose que ça, pas une machine à idées, pas une machine à déblatérer sur un canapé, même avec beaucoup de talent, parce qu'effectivement Soral a du talent, etc. Et donc voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, faut bien lire les choses, parce que dès lors qu'on essaie d'être un peu subtil, évidemment ça peut prêter à des contresens. Voilà. Mais après, je pense que tout m'oppose à Soral. Ah non, mais clairement, mais après, c'est juste qu'il a marqué une époque. Et ce qui est marrant, c'est que tu arrives à dire ça de lui, en fait. C'est-à-dire au point qu'il t'ait marqué toi aussi en tant qu'intellectuel français, etc. Pour moi, ça me paraissait un peu lointain, tu vois. C'est pour ça que le livre sur M, j'ai vu beaucoup d'intérêt, mais cette phrase m'avait un peu interpellé en mode, ah ouais, quand même, c'est... Enfin, j'aurais pas cru que t'aurais pu te voir comme une sorte de Soral, mais après, je comprends par rapport à la virulence des idées, etc., où c'est pas exactement le même propos, en fait. Si tu veux, il faut resituer les choses chronologiquement. Moi, si tu veux, je n'ai pas eu un moment Soral quand j'étais gamin qui fasse qu'il ait pu être une idole possible que j'aurais ensuite tué. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Moi, Soral, si tu veux, quand j'ai 20 ans, on ne le connaît qu'à une chose, fin des années 80, début des années 90, par là, et qu'il passe parfois à la télé, dans des débats, chez par exemple Christophe de Chavannes, qui à l'époque animait une émission de débat qui a été un peu matricielle par rapport à toutes les autres talk-shows. Et Soral était un bon client de télé, notamment dans les émissions qui voulaient faire spectacle, parce qu'on savait qu'il avait une grande gueule, et notamment sa spécialité à l'époque, et je le disais aussi dans Notre Joie, il ne faut jamais oublier que
la passion première et je dirais le premier tropisme de gens comme Soral et Zemmour, qui en l'occurrence peuvent être amalgamés, même s'ils sont très différents par ailleurs, c'est l'antiféminisme. Soral était devenu une espèce de bête de plateau qu'on invitait dès qu'il y avait comme sujet, un sujet qui était à l'époque moins en vogue que maintenant, mais quand même un peu, qui était l'émancipation des femmes ou des choses comme ça. Il y avait toujours un Soral pour venir chier sur une féministe, dire qu'en fait le féminisme était bourgeois, que c'était l'idiot utile du capitalisme et autres billards à 8 bandes dont il nous a habitués. Ça, c'est Soral tel que moi je le vois quand j'ai 20 ans, et lui il en a 30. Et bah, ma foi... je trouve le mec rigolo parce que c'est vrai qu'il anime les plateaux, mais je suis absolument pas d'accord sur sa position sur le féminisme. Et puis longtemps après, parce qu'à un moment il disparaît de la circulation, et moi je le retrouve rétroactivement. Je dirais en 2010, j'ai vent du fait qu'il est devenu une espèce de petite star de YouTube qui fait des confs, et je croise pas mal de jeunes gens qui sont fans de lui, et c'est à ce titre-là que moi, qui à l'époque ai 40 ans et donc qui est largement passé l'âge d'avoir une idole comme lui, je vais aller regarder un peu ses vidéos pour voir mais qu'est-ce qu'il lui trouve, et là bon, je commence à voir ce qu'il est en train de faire. Tu vois, mais je veux dire, Soral n'est pas du tout quelqu'un qui m'a construit d'aucune manière, ni comme repoussoir, ni comme adhésion. Moi je suis vraiment allé le voir avec attention qu'à partir du moment où, effectivement, dans ma petite circulation sociale, je croisais pas mal de jeunes mecs de 15-20 ans qui me disaient « Ouais, Soral, ouais, il dit des trucs quand même, c'est pas mal. » Voilà. Et après, ça va donner notre joie, en fait, où nous avons de nouveau un Soralien, un bébé Soral, puisque M, au moment où a lieu cette soirée à Lyonnaise, cette fameuse soirée lyonnaise, là, où il vient me voir et se déclare fan, eh bien, à ce moment-là, il a 25-26 ans. Donc, il était typiquement le type qui cherchait des idées politiques à 14-15 ans, s'est branché sur YouTube et s'est mis à écouter Soral. Je crois qu'il y en a énormément comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait Notre Joie, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même une sorte de phénomène de masse, quoi, et que ça méritait qu'on s'y arrête. Clairement. Et du coup, moi j'ai une question, c'est que tu as été boycotté de la télé, si je dis pas de bêtises Moi ouais. Oui, bah, récemment, je dirais qu'à partir d'Histoire de ta bêtise, notamment, où j'interpellais la bourgeoisie, mais j'interpellais non pas exclusivement, comme contrairement à ce qui a été dit, mais quand même en grande partie une certaine bourgeoisie culturelle qui officie beaucoup dans les médias, et notamment dans la presse, parce que c'est celle que je connais le mieux, puisque moi j'ai foutu 1 ou 2 pieds là-dedans, donc ça a été mon accès à la bourgeoisie. Donc c'est vrai que dans le livre, il n'y avait pas que ça, mais il y avait beaucoup d'exemples qui étaient tirés du milieu de la critique de cinéma, du milieu de la télé, du milieu du cinéma tout court, du milieu de la littérature, voilà, toutes les choses que je connaissais. Bah, précisément, c'est ce milieu-là qui est censé être leader d'opinion dans ma sphère d'activité à moi, qui consiste à produire des travaux et à les médiatiser pour qu'ils se vendent un peu. Et à ce moment-là, ils me l'ont fait payer. C'est évident qu'à partir de 2019, sortie du livre, je n'ai plus eu aucune invitation à Radio France, notamment, et pratiquement peanuts à France Télé, alors qu'avant, ils m'invitaient assez régulièrement parce que j'étais considéré comme un plutôt bon client. Voilà. Donc là, oui, il y a eu de fait un effet liste noire que je trouve tout à fait logique, d'ailleurs, très cohérent et dont je me réjouis. Et pourquoi cohérent? Enfin, tu penses que genre ton discours gêne le pouvoir ou c'est quoi? Enfin, façon de parler, hein, pas le pouvoir, mais la bourgeoisie, ça les gêne vraiment? Je suis pas assez mégalo pour dire des phrases du genre « mon discours gêne le pouvoir ». Non, mais je pense qu'il y a quand même, quoi qu'en pensent les droitards, et je l'ai déjà dit et je le répéterai, une droitisation du service public français. France Inter est une chaîne de droite, je le maintiens, et je pourrais nommer des gens, et je pourrais lister, et je pourrais faire ça très méthodiquement. Et d'ailleurs, à chaque fois on m'oppose que quand même il y a l'émission de Charline Vanhoenacker, etc. Elle vient d'être supprimée. En fait, mieux que ça, semi-supprimée, ce qui est encore plus subtil comme licenciement. Parce que comme ça, ils ne peuvent pas vraiment se plaindre. Donc c'est encore mieux. Donc il y a même plus ce petit îlot, après avoir viré des gens comme Mermet, qui disent peut-être rien aux gens qui te suivent, mais qui ont été très importants. Daniel Mermet dans la formation de la conscience de gauche dans les années 80-90, avec une émission absolument passionnante qui s'appelait Là-bas si j'y suis. Mermet, qui était vraiment plutôt associé à la gauche de gauche, la gauche radicale, la gauche anticapitaliste, a été viré. Et ça, c'était il y a 15 ans déjà, hein, il y a 10-15 ans. Et ça a monté en puissance sous la houlette, par exemple, d'un sinistre personnage qui s'appelle Philippe Val, mais d'autres gens sont venus après. Et Radio France, en tout cas, est maintenant sous contrôle de la Macronie. D'ailleurs, sa présidente est une amie de Macron, etc. Donc c'est une chaîne de droite. À ce titre-là, ils ont tendance à nettoyer et à éviter quand même de tendre le micro aux gens qu'ils interprètent comme venant de la gauche radicale.
ce qui est mon cas, ce dont je ne me cache pas. Donc il y a une grande logique à ça. Le seul petit truc énervant dans cette affaire, c'est que, un, ils le disent pas, et que deux, des gens de droite continuent à nous dire que c'est une chaîne de gauche. Ce qui est tout à fait, ce qui est un renversement du réel dont la droite a le secret. D'accord, parce que alors du coup, pour toi, il n'y a plus d'hégémonie culturelle de gauche. C'est fini, parce que la Non, droite ça dit souvent c'était. ça, voilà, c'est pour ça que... Il y a eu, alors, faut être précis là-dessus. Il y a eu effectivement dans les années 90, moi quand j'étais étudiant et adolescent, il y avait une hégémonie culturelle de la gauche morale, qui avait une cristallisation électorale qui s'appelait le Parti socialiste. Lequel Parti socialiste était considéré par des gens comme moi, et nous étions déjà très nombreux à l'époque à le penser, comme un parti libéral qui avait vendu l'idée de socialisme au marché. Donc nous avions à l'époque simplement l'hégémonie culturelle du fait que c'était quand même plus cool d'être antiraciste, c'était quand même plus cool d'être gay-friendly, c'était quand même plus cool d'être ceci, cela. Mais c'est ce qu'on appelle, oui, globalement, la gauche morale. Mais enfin, on voit bien que finalement, c'est une sorte de centrisme, d'humanisme centriste, sans trop de conséquences, quoi, auquel je m'attaquais pas mal dans l'histoire de ta bêtise, justement. Donc il n'y a jamais eu d'hégémonie culturelle du marxisme. Oui, non, Il n'y a jamais eu d'hégémonie culturelle de l'anarchisme. Il n'y a jamais eu d'hégémonie culturelle du deleuzisme, du foucaldisme et autres pensées qui me sont chères. Voilà ce qui s'est passé. Et après, à partir des années, je dirais, ça commence à vraiment à... Ça change un peu, il y a une espèce de confluence comme ça qui crée des remous comme à la croisée de deux rivières. Et là, il y a les eaux vont changer, les eaux vont se troubler et elles vont se droitiser. Et le service public France Télévisions, Radio France va être au diapason, va se droitiser à la mesure de la droitisation générale des consciences dans les années 2000-2010. Moi, je dirais la droitisation surtout de la bourgeoisie. Hollande, quoi, oui. Ce que j'appelle plutôt d'ailleurs la re-radicalisation de la bourgeoisie, la bourgeoisie n'ayant jamais cessé d'être de droite. Simplement, il y a eu un certain compromis à un moment qui tenait à une certaine manne économique sur laquelle vivait le pays et qui permettait une redistribution et qui permettait donc un espace de la social-démocratie. Voilà ce qui a fait un peu illusion pendant 40-50 ans. Il a pu à ce moment-là trouver un certain crédit l'idée oxymorique, l'idée totalement contradictoire et injouable d'une bourgeoisie de gauche. Cette parenthèse est absolument refermée. La bourgeoisie est de droite en tant que bourgeoise et elle est au pouvoir et c'est elle qui est hégémonique. Dans la mesure où la bourgeoisie est hégémonique, eh bien l'hégémonie est à droite.